Bonsoir à tous, nous allons évoquer la rentrée économique 2015 avec évidemment un invité de marque ce soir sur le plateau de la revue sur Maritima TV, Jean-Luc Chauvin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le patron des patrons dans le département, vous êtes tout simplement le représentant de l'UPE 13. Ça vous fait sourire effectivement parce que déjà quand on dit patron des patrons, alors là on atteint vraiment des sommets et puis on va parler de l'image que les patrons ont quelquefois. Redonnez-nous un petit peu s'il vous plaît Jean-Luc Chauvin. D'abord, bonne année à tous les patrons évidemment qui sont forcément les bienvenus ici. D'abord, oui, une bonne année à tous les patrons, mais aussi à tous nos employés, à tous nos salariés et à tous les Français. C'est une année de défis, c'est une année d'organisation, c'est une année où on doit prendre en considération les changements de modèle nécessaires. On va beaucoup en parler, j'ai l'impression. Mais oui, pour nous permettre de réussir. On voit bien que depuis 40 ans, on n'ose pas changer. Ce pays est bloqué et on voit bien qu'on continue à détruire de l'emploi, à augmenter, à détruire des entreprises, à augmenter le nombre de chômeurs et donc à ne pas réussir à créer uniquement des déficits. C'est le pitch de l'émission. Vous venez de résumer quelque part en 40 secondes. On voit que vous avez l'habitude, la pensée de l'UPE 13. Une petite carte d'identité tout simplement modeste pour commencer. Vous représentez énormément d'entreprises dans les Bouches-du-Rhône. On représente aujourd'hui toute l'Interpro, donc les entreprises de tout type de secteur, soit plus de 10 600 entreprises sur à peu près une cinquantaine de milliers d'entreprises dans les Bouches-du-Rhône actives. Conforme au paysage économique du territoire. Donc 97% des entreprises que nous représentons ont moins de 20 salariés. Donc ce sont des TPE, des PME avec beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup de 5 à 10 à 15, et puis 3% des entreprises, mais quand même, on a quasiment 98% des entreprises de plus de 100 salariés qui sont adhérents de l'UPE 13 aussi. Donc vous êtes représentatif. On vous avait quitté il y a un an, on vous a vu dans l'actualité évidemment, mais avec un sourire, ou peut-être un demi-sourire, avec le pacte de compétitivité, avec tout un tas de mesures, avec un tournant libéral de la part du Parti Socialiste, du coup qui s'est fait tomber dessus par la gauche, etc. Aujourd'hui, un an après, est-ce que ce demi-sourire s'est transformé en franc sourire? En tout cas, on n'a pas le sentiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de résultats qui sont annoncés ou en tout cas qui sont visibles, Jean-Luc Chauvin. D'abord, on n'avait ni le sourire ou pas le sourire parce que le Parti Socialiste ou pas par le Parti Socialiste, tout ça c'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est pas à gauche ou c'est pas à droite, c'est la France. C'est les Français et c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Notre seul combat, à tous, doit uniquement être axé sur la création d'emplois. La création de richesses pour créer de l'emploi. Vous intervenez dans le champ politique quand même. Pierre Gattaz y intervient en permanence. Et les patrons aussi, ça pèse. On ne peut pas dire le contraire. On intervient dans le champ politique, bien sûr. Et depuis 40 ans, on assiste au même stigmate de la gauche ou de la droite. À chaque nouveau problème, une nouvelle taxe. C'est ce que vous disiez il y a un an. Non mais à chaque nouveau problème, une nouvelle taxe. C'est le réflexe pavlovien. Une nouvelle taxe, un nouvel impôt. Pas que sur les entreprises, sur les salariés, sur les citoyens. Mais on est au bout du bout. Donc comme ce système est à bout de souffle depuis 40 ans, parce qu'en plus d'avoir augmenté en permanence le prélèvement, ça n'a pas produit les effets escomptés, parce qu'on est resté dans un chômage de masse qui s'accentue, parce qu'on a continué à détruire des entreprises, parce qu'on a continué à pas mieux régler les problèmes pour maintenir notre protection sociale qui est intéressante et qu'on veut maintenir. On est en train de dire, nous, chefs d'entreprise, mais beaucoup de salariés aussi. Ça suffit. Les derniers sondages, il faut changer le modèle, les derniers sondages le démontrent. Les Français sont prêts à bouger, beaucoup plus que leurs élites, à faire modifier. C'est ce qui se passe dans les autres pays européens. Alors, il faut changer de modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer de cette politique de la demande à une vraie politique de l'offre. C'est ce qui a été fait en partie quand même avec le pacte de responsabilité, avec des crédits d'impôt à mettre en place. Vous confondez deux choses. Attendez, vous confondez deux choses. Les économistes ne se trompent pas. On est quand même bien dans une politique, en tout cas dans une relance dans ce sens-là. Oui, les économistes font pas de la politique, mais ils énoncent des éléments. Les éléments, c'est quoi? Il ne faut pas confondre ce qui a été annoncé avec les faits. La réalité, c'est quoi? Pas de cadeaux aux entreprises, pas en tout cas de coups de pouce, pas d'aide à la simplification. Donc un an après, rien n'a été mis en place. Mais écoutez, c'est une hérésie. Pourquoi c'est une hérésie? Dire ça, c'est donner une mauvaise information à vos auditeurs et aux Français. Vous n'êtes pas... vous, victime, ça, c'est tout le monde qui D'accord, donc on participe à la désinformation généralisée. La réalité, c'est quoi? C'est que depuis 2010, gouvernement Sarkozy, 2012, gouvernement Hollande, les prélèvements sur les entreprises ont augmenté de 60 milliards. Donc, elles sont en situation catastrophique aujourd'hui. Excusez-moi, les prélèvements ont augmenté de 60 milliards entre les impôts et les taxes. Le pacte de compétitivité, quand il sera mis en place avec son CICE, qui a été annoncé 3 fois depuis 2012, 2013, 2014, avec des effets différés, et quand il sera entièrement mis en place, c'est-à-dire en 2020 avec la baisse de l'IS, de 33 à 28, vous aurez récupéré seulement 40 milliards. Donc, excusez-moi,
excusez-moi, mais quand on vous en a pris 60 depuis 2010, et que seulement en 2020, on vous en aura rendu au total 40, est-ce que vous pouvez considérer qu'il y a des cadeaux qui ont été faits? Moi, je considère qu'il y en a 20 de plus qui ont été pris sur les entreprises et qui ne seront pas rendus. Des cadeaux, des cadeaux quand même, il y en a, parce que la France est le pays qui distribue le plus de dividendes aux grands. Alors, c'est peut-être pas les PME, les PMI, mais aux grands groupes en tout cas. Vous pouvez pas nier ceci. Et après, on passera vraiment à la situation locale du territoire. Et on va continuer sur ce sujet. Donc, des cadeaux, quand on vous a pris 20 milliards de plus que 40 milliards, il n'y en a pas. Deuxième élément, est-ce que les annonces qui ont été faites sur le pacte de responsabilité peuvent être intéressantes? J'ai bien dit les annonces. J'ai dit les annonces sont intéressantes, sauf qu'elles ont été votées seulement dans la loi des finances de 2015 qui a été votée il y a un mois, appliquée en différé une partie pour l'exercice fiscal 2015, c'est-à-dire avec des effets en 2016, sur les comptes de 2016, mais ça existe ou sur les résultats de 2016. Ah non mais, que ça existe, c'est bien. Vous savez, c'est pas parce qu'un politique vous dit qu'il a fait quelque chose, il a peut-être fait pour dans 3 ans ou dans 4 ans, ou pour son successeur. Ou pour son successeur. C'est rare quand même qu'on passe aux autres en politique. Et pour son successeur, oui, mais quand il faut faire des économies, peut-être qu'on préfère les laisser à l'autre. Donc annoncer des choses pour les laisser à l'autre. Quand on vous annonce une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 28 pour vous remettre à la moyenne européenne, seulement en 2020, c'est-à-dire sous le futur président, le futur gouvernement de 2020, dont on ne sait qui ça sera parce que personne n'a de boule de cristal, je trouve que ça s'appelle un bel effet d'annonce, ça s'appelle un bel enfumage des Français, une belle façon de diviser, alors que la bonne méthode... depuis un an, vous avez été influencé, on n'a fait aucun cadeau au patron, on n'a pas aidé en tout cas. Écoutez-moi, alors que la bonne méthode, me semble-t-il, c'est d'arrêter de diviser les Français dans ce pays, parce qu'on gouverne ce pays depuis 40 ans comme ça, sans rien changer, juste en augmentant les taxes, mais c'est plutôt de les rassembler, de leur dire ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour redresser les manches. Pourquoi on serait, nous, les derniers Gaulois du Bastion, à avoir des idées différentes de l'ensemble du monde, de l'ensemble de nos partenaires européens, je ne parle pas des pays lointains avec des comportements peu fréquentables. Il y a quand même des choses qui ne marchent pas ou des choses qui sont condamnables. Parlons des pays, nos voisins, 70% des gens avec qui on fait les échanges sont des partenaires européens. Parlons de ces voisins-là. Pourquoi eux feraient des choses, bougeraient et réussiraient à recréer de la croissance et pas nous? Si on reste au niveau de l'image, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que vous avez des demandes finalement sans cesse inflationnistes? Alors vous nous dites, depuis 40 ans, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus. Là, on commence à vous entendre. Il y a un an, on vous offre un choc de simplification. Je ne pense pas qu'il ait eu totalement lieu. De la parole aux actes. Voilà. De la parole aux actes. Quand on aura pu avoir des vrais résultats. Est-ce que vous avez embauché? Parce que c'était la contrepartie. Mais comment voulez-vous? Bien sûr que c'était la contrepartie. Mais comment voulez-vous qu'on embauche avant d'en avoir eu le Donc vous êtes en train de nous dire, demain, ça va changer, ça va s'améliorer. Ça s'améliorera si on est capable de créer des marges qui permettront, dans un deuxième temps, d'embaucher. D'embaucher et pas forcément de créer des dividendes pour les actionnaires? Mais vous savez, je vais vous dire, c'est un faux débat. Quand vous dites qu'aujourd'hui on distribue beaucoup, quand vous prenez le FMI, donc organisme indépendant qui compare, il vous confirme aujourd'hui que le taux de marge de la France est le moins élevé d'Europe et un des plus faibles du monde. Alors après, bien sûr que nos grands groupes, qui sont très très gros, qui sont très présents à l'international, qui gagnent de l'argent international alors qu'ils en perdent en France, ils distribuent une grosse somme. Sauf que le taux de marge, si on le ramène au chiffre d'affaires de ces grands groupes, il est plus faible que la plupart des autres pays. Ça, c'est de l'enfumage politique. C'est de l'enfumage politique qui constitue à diviser les gens plutôt qu'à mettre arrêté. Ce territoire, on a bien vu qu'il y avait une morosité de la part des patrons. Vous avez manifesté début décembre pour dénoncer tout ce qu'on vient de se dire. C'est pas que ce territoire, malheureusement, on a manifesté en toute la France. Pour autant, les Bouches-du-Rhône restent quand même un département important en termes économiques, avec des atouts, avec une industrie pas toujours forcément bien défendue, en tout cas qui est en péril aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez son avenir? Quels sont ses atouts? Quels sont ses handicaps? L'industrie n'est pas en péril. C'est pas vrai. L'industrie de ce territoire, le grenier industriel de la PACA du sud de la France, c'est les Bouches-du-Rhône. Et on le restera. La preuve, vous prenez Airbus Hélicoptère, c'est un des fleurons, mais vous prenez aussi en matière de microélectronique. Aujourd'hui, les responsables de sites n'ont pas une vision à 15, 20 ans, etc. Ils ont une vision de leur entreprise. La différence, pour l'industrie lourde, c'est très peu quand même. Non mais attendez, la différence, c'est que vous pensez qu'on est encore en 1970, où on était dans un monde fermé, et où on pouvait avoir une vision à 20 ans dans l'industrie. Moi, je peux vous dire que non, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, à l'Internet, et personne n'est à l'abri. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire plaisir. Leader mondial Nokia, il a été rayé, il a disparu. Exactement. Donc ça veut dire qu'on n'aimait plus 30 ans pour bouger. D'accord? Et donc ça veut dire qu'il faut faire les bons choix. Et là on parle d'industrie, puisque la téléphonie c'est l'industrie. On a des leaders en matière de microélectronique, on a des leaders en matière de cartes à puce, avec Gemalto, Inside Secure, autres. On a des leaders, avec Airbus. On a aussi des leaders sur des industries traditionnelles. Moi je voudrais saluer ici Arcelor.
Arcelor qui a fait d'énormes investissements. Donc le constat est qu'on reste un département industriel. Reste un département industriel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être encore meilleur? On reste un département industriel et on pourra continuer à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être meilleur? Il y a 3 choses. 1, il faut en permanence savoir que les choses ne sont pas linéaires. Et contrairement à votre remarque de tout à l'heure, ce qu'on produisait il y a 30 ans, on ne peut plus le produire de la même façon aujourd'hui. Et donc il y a une adaptation. Il y a des cycles et donc il y a des produits qui meurent et il y en a d'autres qui naissent. Première chose. Deuxième chose, il faut faire en sorte que les produits qui sont au top aujourd'hui, on fasse les efforts suffisants de recherche et développement pour pouvoir maintenir ou créer de nouveaux produits au top dans ces technologies-là. Troisième chose, il faut aller attirer des entreprises qui vont devenir des leaders. Donc ça veut dire qu'il faut s'impliquer. Entendre les patrons, ça va devenir difficile parce qu'avec les charges, etc. Je prends un exemple. Bien sûr. Oui. Je prends un exemple. Henri Fabre, par exemple, structuration du territoire, pour pouvoir amener structuration du territoire, pour pouvoir amener un pôle aéronautique. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on veut garder Airbus hélicoptère ici en leader mondial, il faut qu'on crée tout autour des PME, des PMI, des labos de recherche, des centres d'innovation, pour créer l'hélicoptère de futur. Moi, vous voyez, vous parliez d'Airbus tout à l'heure, vous disiez les responsables sites n'ont pas machin. Vous savez quand même que c'est Airbus hélicoptère, qui a inventé l'hélicoptère du futur, et que donc il y a des économies d'énergie qui vont très vite avec moins de carburant. Vous voyez quand il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut faire. Il y a aussi des points forts de ce territoire qu'il faut travailler et pour les liaisons avec le port notamment, on a plus beaucoup de temps dans les Chauvin. Oui, il y a les liaisons avec le port et moi il y a un élément industriel indispensable à ce territoire qui n'a pas été traité, c'est le port. Le port, ça doit être, c'est quelque part le fleuron économique du territoire, de ce territoire économique et industriel, et ça doit le revenir. Et ce port, il a été trop souvent malmené par les erreurs des uns et des autres, parce que c'est jamais que d'un côté ou d'un autre. Mais aujourd'hui, on doit se concentrer pour faire avec. Et l'erreur principale de ce territoire, c'est de s'être divisé et séparé, de s'être émietté. Et on a une chance devant nous qui s'ouvre, je tiens à le dire ici, ça s'appelle la métropole. Maintenant, la loi est votée, on est tous des républicains. On est tous des républicains. Non, mais juste une seconde, on est tous des républicains. Il va falloir... Au niveau politique, vous le savez. Mais oui, mais pourquoi les contester au niveau politique? Pas forcément. Mais non, mais pourquoi elle est contestée au niveau politique? Elle est contestée parce qu'on va lever des petits pouvoirs de baronnie, en échange de quoi on va permettre à ce territoire de pouvoir rayonner. Les petits pouvoirs de baronnie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a bien vu pendant les municipales que les élus n'ont pas dit la vérité aux citoyens. Mais ils n'ont pas dit la vérité aux citoyens. C'est comme le syndicat mixte des transports. Le syndicat mixte des transports. Pourquoi tous les territoires français? Non, mais attendez. Pourquoi tous les territoires français ont un syndicat mixte des transports départemental? Tous les départements français, sauf les Bouches-du-Rhône. Quel est le côté intelligent et particulier sur les transports? Oui, mais sauf que les derniers en 2012 qui l'ont refusé alors qu'on le proposait depuis 2008 avec les syndicats de salariés, ce sont le maire de Martigues et la mairesse d'Aix. Et c'est à cause d'eux qu'on n'en a toujours pas. Alors écoutez, on pourrait discuter de ça pendant un long moment. On n'a plus le temps, Jean-Luc Chauvin. Merci en tout cas, on a compris que vous aviez la force de la conviction dans vos propos. Et puis on vous réinvitera pour faire un bilan donc un peu plus tard, le temps qu'effectivement les mesures qui ont été prises par le gouvernement soient mises en place. Toujours à votre disposition. Et puis surtout, je pense que débattre c'est très important et que c'est le seul moyen aujourd'hui pour trouver les bonnes solutions. On a tous un seul devoir commun, c'est d'accepter de changer ce qu'on fait pour créer plus d'emplois et plus de richesses pour nous tous à partager sur ce territoire. Je suis persuadé qu'on en a les moyens, il faut juste qu'on accepte de se confronter et d'accepter de bouger des curseurs qu'on n'a pas bougé depuis 40 ans. Ce sera le mot de la fin si vous voulez bien. Merci Jean-Luc Chauvin d'avoir été notre invité sur Maritima TV. Fin de cette émission. Excellente soirée à vous tous.